On se retrouve du coup cette semaine pour une vidéo détente, chill, cool. Parce que, écoutez, c'est le genre de vidéo que je regarde en ce moment. Du coup, je me suis dit autant le proposer aussi sur ma chaîne. Donc, j'avais envie de surfer sur la vibe Harry Potter. En fait, vu que je suis en train de faire un challenge sur Harry Potter, il y a Harry Potter qui passe en ce moment à la télévision. Voilà, je suis à fond dessus et ça fait du bien de parler Harry Potter des fois, voilà, d'avoir une période où on regarde les films, on lit les livres, voilà, on s'éclate quelque part. Et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit tag voilà, sur Harry Potter, un peu sympathique à faire. Et si ça pouvait aussi combiner les livres, ça pourrait être pas mal. Du coup, en me baladant un peu sur YouTube, j'ai trouvé un tag qui a été fait du coup par Alex Bookin en Prada, je mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas, qui elle-même a la reprise d'une chaîne anglo-saxonne. Bon, bref, je vais pas faire toute la chaîne, mais en gros, c'est un tag du coup 10 sortilèges pour 10 livres. Donc, en regardant les diverses vidéos, tout ça, je me suis dit ça peut être pas mal, ça peut être rigolo, et ça me permettrait aussi de vous faire un sorte de bookshelf, c'est comme ça que ça se dit, hein, n'est-ce pas? Parce que, alors pour avoir la petite anecdote, j'avais fait une vidéo en fait où je mettais tous les livres que j'avais emmagasinés à Montpellier dans des cartons et je les réouvrais à Toulouse pour voilà, les mettre dans la bibliothèque, faire la déco de ma bibliothèque et faire du tri aussi parce que j'ai quand même sorti pas mal de livres que j'ai donnés, revendus, enfin voilà, etc. Et je voulais du coup la monter, la publier. Mais je me suis rendu compte que la vidéo était d'assez mauvaise qualité. Encore une fois, voilà, c'est filmé avec son téléphone, que voulez-vous que je vous dise? Donc je pouvais décemment pas vous poster ça, donc j'ai abandonné l'idée, j'allais pas refaire tout, revider ma bibliothèque, refaire... Non, laissez tomber. Du coup, je me suis dit que comme ça vous permettra aussi de voir ce que j'ai dans ma bibliothèque un peu. Il y a des livres dont je vous ai déjà parlé, évidemment. Il y a des livres dont je vous ai peut-être pas parlé, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, ça paraît être une sorte de base pour voir après comment la bibliothèque va évoluer au fur et à mesure des années. Voilà, une petite mise au point quelque part. C'est muni du coup de ma baguette magique, de mon fameux t-shirt Slytherin. Attention, Serpentard, on représente. De Edwige bien entendu, voilà, et de quelques pop Harry Potter, j'en ai pas des masses, mais voilà, c'est cher. Que je vais vous présenter du coup le tag 10 sortilèges pour 10 livres. Et cette intro est beaucoup trop longue, donc on commence de suite. Pour le premier sort, Expectum Patronum. Oui, je vais m'éclater à prononcer les noms des sorts, c'est voilà, c'est comme ça, je suis tellement hypée. Il faut donc que je vous présente un livre que j'ai lu durant mon enfance et qui me ramène à de bons souvenirs. Donc là, je vais pas hésiter bien longtemps parce que... Alors, oui, petite subtilité, il faut pas mettre Harry Potter dans aucun des livres choisis, ce qui est un peu normal, sinon ce serait un peu ta triche. Mais quand bien même, j'ai lu Harry Potter assez tard, donc c'est pas le livre qui m'est revenu quand je réfléchissais voilà, à quel livre je pouvais vous présenter. Mais du coup, il est là. Donc, je vous présente la déclaration de Gemma Mallet, publiée ici aux éditions Naïve. Alors, vous voyez à quel point le livre a vécu, c'est-à-dire qu'il est défoncé de partout, il a les pages jaunies. Voilà, ce livre, je l'ai depuis que je suis à Marseille, il m'a suivi à Montpellier et il vient me suivre à Toulouse, évidemment. Donc, c'est un livre assez vieux, vu que j'ai dû le lire quand j'étais en 6e, 5e, quelque chose comme ça. Et en fait, ça me rappelle de bons souvenirs, mais dans le sens où en fait c'est le premier livre qui m'a révoltée, quelque part. Pour faire un petit topo de l'histoire, ça se passe dans un futur proche, où l'humanité a trouvé un médicament qui permet d'être immortel, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne succombe plus à la maladie, voilà, on peut vivre éternellement. Sauf que bon, au début ils se disent oui c'est cool, machin, on n'est plus obligé de mourir, mais d'un autre côté, il y en a beaucoup qui prennent ce médicament, et la population explose, il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde. Du coup, quelques années plus tard, les gouvernements décident de mettre en place une loi qui se nomme la Déclaration, qui dit que si jamais vous prenez le médicament, vous ne devez pas faire d'enfant.
Et inversement, si vous ne prenez pas le médicament, vous êtes autorisé à faire un enfant. Mais bon, vous vous doutez bien que, bien évidemment, il y en a qui veulent l'argent du beurre, le beurre et tout ce qui s'ensuit. Donc face à l'afflux de personnes qui, malgré qu'ils prennent le médicament, font des enfants, il y a des camps qui se mettent en place qui se nomment les camps de surplus. Et dans ces camps, en fait, on met tous les enfants qui sont nés de ce genre d'union pendant que les parents sont mis en prison parce que voilà, ils n'ont pas le droit. Du coup, dans cette histoire, on suit Anna qui est une surplus, qui a été mise dans un camp de surplus très très jeune et qui est du coup très très endoctrinée. C'est-à-dire que tous les professeurs qu'elle a, tout le personnel qui régit le camp, lui rappelle bien qu'elle n'a pas le droit d'exister, que sa vie ne vaut pas plus que celle d'un rat de gouttière, que voilà, le simple fait qu'elle respire est un outrage à l'humanité, et j'en passe. Et du coup, on a ce point de vue-là d'Anna qui, vu qu'elle est endoctrinée depuis qu'elle est toute jeune, bah, elle comprend, elle accepte son sort, et elle se met plus bas que terre elle-même. Et voilà, son but à elle, quelque part, c'est de sortir en fait du camp de surplus et d'être engagée dans une maison en tant que femme de ménage, que servante, quelque part, gouvernante plutôt. Parce que voilà, ces camps de surplus, vu qu'on ne peut pas tuer les enfants, on se dit que autant les mettre à des métiers un peu ingrats, si vous voulez. Donc d'un côté, on a Anna qui va bientôt avoir 17 ou 18 ans, qui va pouvoir sortir du camp, mais de l'autre côté, on a Peter qui arrive, donc c'est Zou, qui est l'un des rares à être mis dans un camp de surplus alors qu'il a le même âge d'Anna. Et en fait, c'est la différence de point de vue des deux, dans le sens où Peter il vient d'arriver, mais lui il n'est pas du tout endoctriné, c'est-à-dire que il va rabâcher à tout le monde que bah non, on a le droit de vivre. C'est les gens qui cherchent à rester indéfiniment sur Terre qui n'ont pas le droit en fait, que voilà, le cycle de la vie est rompu. Et d'un côté, on a Anna qui dit bah non, en fait, c'est la faute de mes parents ce sont eux les coupables, ils auraient jamais dû me mettre au monde, j'ai pas le droit de vivre. Et donc voilà, c'est un peu le choc culturel, quelque part, le choc de point de vue. C'est le premier livre un peu dystopique, du coup, je pense que c'est une dystopie où en fait ça m'a forcé à me poser certaines questions que peut-être des enfants de mon âge en 6ème, 5ème ne se seraient pas posées en fait. Il m'a aidé à grandir ce bouquin, si je veux aller par là. Et alors certes, c'est pas peut-être les bons souvenirs qu'on peut l'entendre dans la définition du sort, mais pour moi c'est quand même l'un des piliers qui a fait que c'est ça qui... C'est de là que part mon bagage voilà, de livres, tout simplement. C'est ça qui m'a... C'est le premier livre vraiment qui m'a donné peut-être envie de lire, voilà, de me plonger dans d'autres récits, peut-être pas du même genre, mais à me nourrir de d'autres points de vue. Donc voilà, j'ai un sentiment très particulier pour ce livre. La preuve, c'est que voilà, je l'ai depuis tellement d'années et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça en réédition tout beau, tout neuf. Mais non, pour moi, c'est lui. Vous voyez, c'est même pas rien que l'objet. C'est l'objet physique aussi. C'est le fait que je l'ai depuis tellement d'années. Et certes, il est pas beau. Certes, je pourrais me le racheter en tout beau, tout propre. Mais non, c'est ce livre-là. C'est le mien. Je l'ai relu un nombre incalculable de fois. Et j'ai toujours ce même sentiment voilà, de révolte, d'injustice et de compréhension. D'une part, parce que si j'avais été à la même place qu'Anna, ben, je pense que j'aurais réagi de la même manière. Et puis même l'évolution de personnage est juste énorme parce que voilà, comme on le voit à la fin du livre, tout ça, il y a tout un truc, un pitch sur voilà, le cycle de la vie, le droit de vivre, le droit de mourir, tout ci, tout ça. Mais voilà, c'est un livre que je recommande fortement et qui est vraiment super bien écrit et super cool. Et petite anecdote, j'ai su des années, mais vraiment plus tard, qu'il y avait une suite. Que en fait c'était une trilogie. Comme ça, d'un coup, bim, je l'ai su vraiment très très tard et complètement par hasard en plus. C'est-à-dire que je me baladais dans les rayons, j'ai vu du coup la déclaration, après j'ai vu 2 autres livres qui suivaient, même couverture, plus ou moins, même auteur, même nom, le résumé, ça laisse présager une suite. Du coup j'étais à ah, d'accord. Alors que j'avais lu déjà ce livre une vingtaine de fois, je venais de débarquer comme quoi il y avait une suite, que j'ai là, elle d'ailleurs, La Résistance et La Révélation, qui sont tout aussi cool, tout aussi bien, vraiment, qui vont encore plus loin voilà, dans la définition de la société qui régit voilà, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est... Voilà, il y a tout un truc, tout un business sur l'écologie aussi qui est vraiment cool. Donc, voilà, je vous présente vraiment la déclaration dans un premier temps parce que voilà, j'ai un sentiment tout particulier
qui m'étreint quand je regarde ce bouquin, et voilà, à lire absolument. Pour le deuxième sort, Expelliarmus, je dois choisir un livre qui m'a surpris. Et alors j'en ai bien un, et vous allez rire. Il est là, il est pas ici. Je vous présente Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement, ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est le seul et unique Amélie Nothomb que j'ai lu de ma vie et qui m'a été recommandé par, je me souviens, l'un de mes maîtres de stage qui m'avait dit t'as un fond sur le Japon, tout ça, mais comment ça se fait que t'aies pas lu ce livre et tout, parce que ça s'appelle du Japon, machin. J'étais là, ok, bon, ben je vais le lire. Et je suis ressortie de cette lecture. Je savais pas où j'étais. J'étais là, mais qu'est-ce que je viens de lire en fait? C'est dingue en fait ce livre. Je connaissais pas du tout Amélie Nothomb avant de me plonger dans ce bouquin. Et en fait, je me suis renseignée du coup du auteur bien après. Et franchement, elle me fascine. Quand je la vois dans les interviews qu'elle peut faire à la télé ou sur internet, n'importe où, je trouve cette personne-là vraiment, mais juste extraordinaire. En fait, j'aimerais tellement la rencontrer. C'est à défaut d'avoir vraiment lu tout ci, vu que Stupeur et Tremblement, c'est vraiment le seul livre que j'ai lu d'elle. À chaque fois que je la vois, à chaque fois que je l'entends parler, que je sais pas, je suis fascinée, cette personne est juste incroyable à mes yeux. Et du coup, j'aimerais vraiment me plonger vraiment dans notre récit qu'elle a pu écrire, mais vraiment, Stupeur et Tremblement, je crois que déjà, Stupeur, ça veut tout dire, mais je sais pas à quoi je m'attendais quand j'ai lu ce livre, et même quand je l'ai refermé, j'étais en mode... Vous savez, le blanc, là, quand tu refermes une, tu sais même pas quoi penser, t'es là... C'est... Oui, bien sûr. En gros, Amélie Nothomb dépeint dans ce livre, je sais pas si c'est 100% autobiographique, mais en gros, elle parle vraiment de son expérience qu'elle a eue quand elle a travaillé au Japon dans une boîte. Et, et en fait, c'est du grand délire. Je connais quand même un minimum la culture japonaise, comme quoi vraiment ce sont des acharnés de travail, enfin voilà. Mais elle a vécu de ces trucs et c'est badant. C'est tellement badant que quand j'ai refait ce bouquin, vraiment, je savais pas quoi en penser. Je disais, ah, mais ok, d'accord, très bien. Et pourquoi? Mais c'est ça ce qui m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à. En fait, c'est sa plume vraiment qui m'a défoncée, qui m'a détruite, dans le sens où je m'attendais pas à de telles descriptions, je m'attendais pas à ce que ce soit tourné comme ça. Et c'était vraiment cool, même si je reste complètement ravagée et vraiment surprise de cette lecture, c'était vraiment un très bel ouvrage. Et en fait, il faudrait vraiment que je trouve le courage de me replonger dans d'autres. Mais du coup, à chaque fois que je regarde ces bouquins voilà, les quatrièmes de couverture, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans quoi je vais m'embarquer si jamais je lis ça? Et il faudrait que j'en lise d'autres, vraiment, pour me faire un avis plus poussé sur l'auteur. Mais vraiment, c'est à lire au moins une fois dans sa vie, je trouve. Je me suis pas du tout renseignée sur le film, parce que je sais qu'il y a un film qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Mais vraiment, il faut que j'en relise. Et c'est en vous en parlant que je me dis, il faut que j'en achète d'autres en e-book, parce que déjà j'ai fait un panier en e-book il y a pas longtemps, je me suis énervée. Mais voilà, il faut que je fasse l'effort, parce que je pense que c'est une auteure contemporaine qui peut me plaire. Et c'est rare, ce genre d'auteur. Donc, le troisième sort, c'est Priori Incantatum. Et j'ai aucun souvenir de ce sort. Franchement, je sais même pas ce qu'il fait. Honte à moi, honte à moi. Pour ce sort-là, du coup, je dois vous parler de ma dernière lecture. Donc, en ce moment, pour le House Readathlon, je lis le Sorceleur, le tome 1 et 2 condensé. Je dois être à un peu plus de la moitié, donc je dois avoir entamé peut-être le tome 2. Et je lis aussi Call Me By Your Name pour ma lecture du soir. Parce que pour valider une matière astronomie, il faut que je lise un livre de soir. Du coup, c'est un petit livre, je l'ai mis sur ma table de chevet. Mais du coup, ma dernière lecture, pardon, vous m'avez plus vu, mais c'est voilà, L'Attaque des Titans, édition colossale numéro 4 de Hajime Isayama, ici publié aux éditions Pika Édition. Voilà, je vous l'ai présenté rapidement dans mon dernier vlog, il me semble, mais je l'ai lu, j'ai adoré comme d'habitude. Et puis voilà, à bientôt pour les tomes 5, 6, 7, 8 et 9, je crois que ça va jusqu'au tome 9 en édition colossale. Mais voilà, je vais pas vous raconter, je vais pas vous faire le speech de l'Attaque des Titans, ça serait
carrément honteux, mais voilà, vous savez que je voue une véritable obsession pour ce manga, que c'est ma bible, que voilà, quand ça sera fini, je serai en PLS, comme beaucoup de personnes. Mais voilà, je l'ai lu, je suis très contente. Ça me fait toujours du bien de me replonger dans ce qui s'est passé avant, parce que des fois, le mangaka, dans ses derniers chapitres, fait des références à des choses qui ont pu se passer avant. Et du coup, tu te dis, mais attends, il y a vraiment pensé. Oui, oui, il y a vraiment pensé. Comme quoi, il avait vraiment sa ligne directrice du manga depuis le tout début. Et que voilà, je suis pas prête pour la fin. Personne n'est prêt pour la fin, je pense. Mais voilà, donc l'attaque des titans, mon chouchou, mon bébé, que j'aime d'amour. Donc voilà, à lire absolument là aussi. Public averti, c'est un seinen, c'est pas un shonen. Donc voilà, c'est pas à mettre dans toutes les mains non plus. Mais c'est très cool, j'aime beaucoup. Et en ce moment, il y a Netflix qui a mis la saison 2, il me semble. Ils ont toujours pas mis la saison 3. Ils ne doivent pas avoir les droits, il me semble, je pense. Mais voilà, c'est sur Netflix. C'est cool. Et c'est super. Le quatrième sort n'est rien d'autre que Alohomora. Et là, je dois vous parler d'un livre qui m'a ouvert les portes d'un genre. Alors, je vais en parler très rapidement, parce que c'est pas une lecture folichonne en soi. Il s'agit de New Victoria de je sais plus qui, d'ailleurs. Je l'ai en e-book, donc je l'ai pas sur moi. Donc en fait, ce livre, je l'ai lu pour découvrir le steampunk. Parce que quand je cherchais vraiment des livres dans le genre, tout ça, c'est revenu assez souvent. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai lu pendant, alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième édition, je pense que c'est la première édition du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est un steampunk classique où il y a la mode victorienne, voilà, un peu de zombies, des machines de partout, enfin bref, vraiment, c'est pas pour moi que ça revenait souvent. Après, je l'avais pas trop kiffé parce que la romance prenait tout le pan de l'intrigue. Vraiment, je me souviens même plus de quoi ça parle, mais je me souviens juste que la romance était putain de présente, c'est ça m'avait saoulé. Mais il n'en reste pas moins que tout l'univers steampunk, du coup, qui était décrit dans le livre, m'avait beaucoup plu. Comme quoi, ce livre a quand même coché les objectifs, à quelque part. Vu que après, je me suis attaquée, alors je sais pas trop si les sœurs Carmine c'est vraiment du steampunk. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. J'ai commencé les mystères de Larry Spen. J'ai le Paris des merveilles qui est dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Honte à moi, je sais. Mais voilà, comme quoi, même quand la lecture n'est peut-être pas ouf, il faut quand même réessayer quelque part parce que voilà, je pense qu'il y a de très bons steampunk comme il y a de très mauvais steampunk. Voilà, c'est pareil pour tous les genres. Donc voilà, je suis contente d'avoir dépassé le peut-être a priori que j'avais eu en lisant New Victoria. Mais voilà, ça m'a permis de découvrir d'autres steampunk et je suis contente et je compte continuer sur ma lancée, bien entendu. Donc voilà, j'espère pouvoir lire le Paris des merveilles bientôt, putain. Donc bon, j'ai rien d'autre à dire dessus, mais le steampunk, du coup, ça m'éclate. J'aime beaucoup. Et puis voilà. Pour le cinquième sort, Ridiculous, je dois vous présenter un livre qui m'a fait rire. Et alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez, enfin, vous l'avez dû le remarquer, mais je lis pas beaucoup de livres qui font rire en fait. Alors déjà, de base, je lis pas énormément de contemporain, donc tout ce qui est humour, je connais pas trop. Non, franchement, bah, bien évidemment, il y a certains livres voilà, où je mettais un peu de départ, parce que c'est ce qui est voulu par l'auteur, mais alors des livres qui font vraiment rire, j'en ai pas lu énormément, du coup, pour remplir cette case, j'ai cherché, et j'ai trouvé finalement. Je vous parlais du tome 2 des Sœurs Carmine, dont je vous ai parlé précédemment pour le steampunk, qui est à mourir de rire juste pour son personnage. Le personnage est juste énorme. Je n'ai pas d'autre mot, il est fantastique. En gros, chaque livre des Sœurs Carmine raconte une histoire du point de vue de l'une des sœurs, et le tome 2 c'est sur l'aînée des sœurs qui est Tristabel, et Tristabel, mais putain, mais ce personnage c'est juste... Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pu me marrer. Alors que c'est pas du tout son rôle de faire rire, c'est une peste, une garce, c'est votre pire ennemi. Vous voyez au collège, c'est... franchement, c'est la pimbèche de service, t'as envie de la gifler, vraiment. Mais elle se fout dans des situations, des fois, mais... Oh là là, en fait, elle est sans filtre. Et si elle avait quelque chose, elle va mettre tous les moyens pour pouvoir obtenir cette chose, que ce soit légal ou pas légal, elle s'en fout. Mais elle est juste sensationnelle, enfin, c'est
son personnage est énorme. Et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie, parce que en fait, elle nous fait rire un peu malgré elle, parce que comme je l'ai dit, c'est pas du tout son rôle, mais c'est juste tordant, enfin c'est... Moi j'ai réussi du coup à m'attacher à ce personnage alors que c'était pas possible au début, et en fait voilà, elle est juste... elle se tourne en ridicule des fois, et tu t'es là... Mais Tristabelle, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi elle m'a émue, je me suis attachée à elle à la fin du tome 2, j'étais tellement triste pour elle, enfin... Vraiment, c'est un personnage juste très complexe en fait, alors qu'on dirait pas au début. Et c'est vraiment, je me suis éclatée de toute manière à lire les 3 tomes des Sœurs Carmine, vraiment un très très gros coup de cœur pour cette saga. Et du coup voilà, dans mon cœur, Tristabelle, parce que voilà, c'est juste pour le personnage. L'intrigue en elle-même, le livre en lui-même, enfin c'est pas de l'humour, hein, c'est vraiment pas du tout même, mais juste voilà, pour son personnage qui est juste atypique. Et vraiment, lisez les Sœurs Carmine parce que c'est trop trop bien. Pour le 6e sort, Sonorus, je dois vous présenter un livre dont tout le monde doit en entendre parler. C'est bien simple, tout le monde doit en entendre parler. Donc pour remplir voilà, cette condition, j'avoue que j'avais pas mal de livres quand même, dont dont tout le monde doit entendre parler au moins une fois dans sa vie. Mais j'ai réussi quand même plus ou moins à les caser dans les catégories qui suivent après, enfin. Mais vraiment, je me suis dit, le livre dont tout le monde doit entendre parler. Je sais pas, franchement j'en ai 1 milliard parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. J'aurais très bien pu vous parler de Six of Crows, dont voilà, je l'ai en 2 éditions. Voilà, c'est Six of Crows, mes potos. Voilà, j'adore cette saga. Mais vu qu'il y a quand même plein d'autres livres qui sont dans le Grishaverse, etc., qui sont aussi dans le thème Six of Crows, voilà, il me manque des trucs. Mais du coup, je voulais vous parler. Je pense que ceux qui me connaissent doivent savoir, mais le nom du vent, voilà, les chroniques du sieur de roi, voilà, que j'ai le tome 1 là, le nom du vent, j'ai tome 2 partie 1 et partie 2 ici, la peur du sage, publié aux éditions Bragelonne, c'est Patrick Rofus qui l'a écrit évidemment, et j'ai aussi, attendez, ça va être lourd, ça va être tendu aussi, voilà, le nom du vent, l'édition spéciale 10 ans il me semble, de Patrick Rofus toujours, et c'est l'édition Bragelonne aussi qui ont fait ce beau bébé, ouais. C'est rien que le tome 1, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas tous les tomes, mais c'est le tome 1, et cet objet de toute beauté, je l'aime d'amour. Et donc voilà, je suis obsédée par cette saga, d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est la saga fantasy de toute ma vie, ok? Je les adore, je les aime d'amour. Le tome 3 se fait attendre beaucoup, beaucoup trop long, beaucoup trop long. J'ai vu des rumeurs comme quoi peut-être qu'il finissait cette année ou quoi, mais j'y crois pas. En tant que j'ai pas les nouvelles de l'auteur lui-même, j'y crois pas. Donc voilà, je commence à perdre mes bras là, mais je les aime d'amour, c'est mes bébés. Et il me manque pour compléter le one-shot qu'il a écrit. Je sais plus comment ça s'appelle, La musique du silence, il me semble, je sais plus, que je voulais acheter depuis un petit moment, mais je pense que je vais craquer à la fin du confinement. Je pense que je vais acheter beaucoup de livres de toute manière après le confinement. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le petit résumé, c'est l'histoire de Coif, qui est une légende un peu malgré lui, et un jour un scribe va le retrouver dans sa petite auberge perdue, et il va lui demander de conter son histoire. Et du coup, Coff va prendre 3 jours pour lui raconter tous les péripéties qu'il a pu vivre au cours de sa vie. Au début, il commence quand il est tout jeune, et à la fin du tome 2, je crois qu'il finit, il a 16-17 ans, il me semble. Donc voilà, et le tome 3, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense que ça va être grandiose. Donc bon, c'est super bien fait, c'est trop bien. La traduction elle est juste phénoménale, les personnages sont juste tellement géniaux, que ce soit Coif, mais alors Coif c'est mon personnage top 1 en fait, c'est le personnage masculin, je devrais préciser, top 1. Voilà, c'est Coif dans mon cœur à jamais. Et puis même les personnages secondaires en fait, ils sont géniaux, enfin, l'intrigue est juste trop belle, enfin, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est un voyage en fait, t'as pas une quête comme tous les autres fantasy où voilà, le héros doit aller sauver je sais pas trop quoi, le royaume ou une princesse ou n'importe quoi, il se fait aider par des gens, tout ça. Non, Coff c'est plutôt même un solitaire en fait, il rencontre plein de gens
que je suis persuadée qu'on reverra plus. Il se nourrit de toutes les expériences qu'il peut avoir et qu'il peut vivre. Et alors certes, il y a des personnages récurrents qui reviennent, mais vraiment, c'est un voyage en fait. Bon, certes, il a un but quand même défini, mais c'est un but personnel en fait. Ça a rien à voir avec je veux sauver le royaume. Non, il en a rien à branler. Hein. Et c'est trop bien parce que voilà, Kof est un personnage juste tellement renversant en fait, parce que c'est. Il peut être à la fois le petit bourge là que t'as envie de claquer, comme le bon Saint-Martin qui va essayer de sauver quelqu'un. Enfin, vraiment, il a un milliard de facettes et je pense en plus qu'on en a effleuré qu'une partie dans ces pavasses-là. Et je pense que la fin du tome 2 annonce tellement, mais tellement de moments badass dans le tome 3. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3. Alors je préfère qu'il prenne son temps et qu'il nous ponde une merveille que là de l'avoir de suite que ce soit une grosse merde. Donc voilà, je suis prête à attendre, mais j'espère que quand même il verra un jour à un moment donné le tome 3. Hein, s'il vous plaît. Donc voilà, je vais reposer tout ça parce que on va pas faire la vidéo les bras pleins de livres quand même. J'ai les bras maintenant dans un état, c'est n'importe quoi. J'ai des marques de livres, c'est fou. Pour le 7ème sort, oubliette. Oublietté, je sais pas trop comment ça se dit déjà dans le livre. Non, elle dit oubliette dans la version française, je sais plus. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais en gros, je dois vous parler d'un livre que je voudrais oublier. Alors là, le choix a été fait. Hein, je pense que vous l'avez peut-être compris, mais... Enfin, pardon Edwige, mais c'est là. Cette horreur. Pardon pour ceux qui l'ont aimé, mais moi je l'ai détesté, donc je voudrais bien l'oublier. Il s'agit du coup du tome 6 de la saga L'Épouvanteur, le sacrifice de l'Épouvanteur, publié par Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors je pense que je voulais rabâcher... il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus quand, mais je voulais rabâcher. Je n'ai pas aimé ce tome 6, je l'ai détesté de toute mon âme. Je ne sais pas encore comment j'ai fait pour ne pas le brûler, tout simplement. Donc voilà, que dire, que dire. J'ai voulu claquer Tom à chaque fois qu'il apparaissait. J'ai voulu tuer Alice à chaque mention de son prénom. Voilà, en fait, à la fin, j'étais l'épouvanteur, c'est-à-dire j'étais scandalisée. J'aime beaucoup l'épouvanteur, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je pense que j'aurais balancé le livre par la fenêtre, quelque part. Parce que même l'intrigue, elle était pas folichonne, en fait. Donc, c'était pas ouf, vraiment pas ouf. Heureusement que, du coup, le tome 7 a su rattraper, quelque part, le désastre du tome 6, parce que je pense que, sinon, j'aurais été capable d'abandonner l'épouvanteur. Alors que je pense qu'il y a énormément de choses encore à découvrir dans cette saga, parce que c'est pas pour rien qu'elle fait 14 ou 15 tomes, je sais plus exactement. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à voir, mais franchement, il faut pas qu'un tome comme ça me retombe dans les mains, hein, parce que là, ça va signer son arrêt de mort, en fait. Voilà, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que le tome 7, je l'ai pris avec des pincettes, parce que j'ai toujours en mémoire le tome 6. Et c'est pour ça que j'aimerais l'oublier, en fait. C'est pour me replonger vraiment dans la saga de l'épouvanteur sans a priori. Parce que ça va me suivre comme une épée de Damoclès, je sens. Je pense que j'arriverai jamais à savourer un tome de l'épouvanteur suite à ça, quoi. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont aimé à ce tome 6, hein, mais pour moi, c'est pas ça. Et donc voilà, il en faut pour tous les goûts, évidemment. Mais ça restera mon avis personnel, évidemment, là aussi. Donc voilà, c'est le livre que je vais oublier. Donc voilà, je vais pas m'épancher plus là-dessus, vu qu'en plus c'est un 6ème tome, donc je vais pas vous faire un résumé de ce qui se passe si vous ne connaissez pas la saga. Mais c'est une très belle saga, je pense. Mais alors le tome 6, oh putain, quelle horreur, hein. On arrive du coup maintenant aux 3 sortilèges impardonnables qui constituent les 3 derniers sorts de ce tag. Le premier, Imperium, c'est ça non le nom? Impero. Du coup c'est un livre qu'on m'a imposé pendant mon cursus scolaire. Alors vous savez que moi, les livres... alors les livres j'adore. La preuve, j'ai fait une chaîne Booktube, je kiffe la lecture. Mais alors, les lectures français du collège-lycée, je garde un très très mauvais souvenir. Mais j'ai quand même eu 2 découvertes, vraiment, et qui représentent 2 sentiments différents. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux en bibliothèque, et c'est assez énorme parce qu'il y en a un qui me suit depuis le collège, c'est-à-dire depuis que je suis à Marseille, et qui est encore là dans ma bibliothèque, et je pense que c'est pas pour rien. Et un autre du coup qui vient du lycée. Et en fait, c'est 2 émotions dans le sens où le premier que j'ai eu pendant le collège m'a fait pleurer. Littéralement, j'étais une vraie madeleine à la fin. Et l'autre, c'est
C'était tellement loufoque qu'avec un de mes potes de l'époque, on s'était fendu la poire à lire ce livre, tellement on s'attendait pas à ça, tellement c'était n'importe quoi. Voilà, d'un côté on a les pleurs, d'un côté on a les barres de rire. C'est-à-dire que vraiment c'est l'opposé, à quelque part. Donc malheureusement je dois vous parler d'un livre, et je sais pas lequel. Je vais vous parler peut-être de celui qui m'a fait pleurer quand j'étais au collège. Ça peut être pas mal. Il s'agit du coup de L'armée retrouvée de Fred Ullman, publié ici aux éditions Folio. Alors il est vieux ce livre, donc je sais même pas si c'est toujours la même maison d'édition qui le publie ou quoi. Du coup, c'est un livre que j'ai lu au collège. Alors je sais même plus en quelle classe c'était, je sais même plus quel prof de français nous l'a fait lire. Aucune idée. C'est un livre, comme vous le voyez à la couverture, qui se passe plutôt avant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler arrive au pouvoir. C'est-à-dire qu'on suit deux garçons. L'un qui est né juif et qui fait la rencontre d'un garçon du même âge que lui, dont la famille sont des proches du gouvernement Hitler. Et donc en gros ce livre c'est, voilà, déjà on suit l'évolution du gouvernement d'Hitler petit à petit dans l'Allemagne, et aussi on assiste un peu aux différents points de vue que peuvent avoir les deux jeunes garçons, c'est-à-dire d'un côté le héros qui est le garçon juif qui lui il se sent un peu étranger à tout ce qui se passe, il comprend pas trop. Et d'un autre côté, l'autre garçon qui lui baigne dans le gouvernement d'Hitler quelque part, et qui voilà, commence peu à peu à être endoctriné. Et c'est émouvant et c'est touchant parce que on le voit à travers les yeux d'enfants, et c'est d'autant plus troublant en fait, parce que je pense que je devais peut-être pas avoir le même âge que quand je l'ai lu. Je garde plus trop de souvenirs de vraiment ce qui se passe clairement dans ce livre, mais je me souviens d'un panel d'émotions que j'ai vécu lors de ma première lecture, qui restera gravé en ma mémoire et qui m'a fait pleurer. Voilà, j'étais en larmes, clairement. Franchement, ce qu'ils se disent à la fin quand ils vont se quitter, parce que évidemment, quand Hitler arrive au pouvoir, la famille juive va chercher à partir de l'Allemagne, parce que ça va pas aller pour eux s'ils restent. Et en fait, les deux garçons se quittent tellement en mauvais amis, et ça m'a tellement fondu le cœur. Et du coup, il y a tout ça qui fait que j'étais pas contente. Déjà, j'étais là en mode ah, c'est trop triste. Et après, quand on les retrouve, peut-être quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors ça m'a détruit. C'est un livre très très court, franchement, il fait même pas 100 pages, enfin oui, peut-être un peu plus de 100 pages, et je pense que c'est un livre que tous les jeunes collégiens devraient lire, parce que c'est historique, voilà, ça nous rappelle où on en était à cette époque-là, voilà ce qui s'est passé, parce que c'est très très grave et qu'il ne faut pas l'oublier, certainement pas. Et que même si voilà, le monde actuel n'est pas des plus parfaits, on revient de loin. Et donc voilà, c'est un livre sentimental aussi, un peu comme La Déclaration, dans le sens où voilà, il vient de Marseille, il m'a suivi à Montpellier, le voilà à Toulouse. Et je pense que c'est l'un des rares livres du coup qui ne quittera jamais ma bibliothèque, au même titre que La Déclaration, parce que c'est des livres qui m'ont bouleversée, qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses dont j'en avais pas forcément conscience à mon âge là, de la gravité de certaines situations, de certains points de vue, de certains mots. C'est un livre qui m'a émue. Je sais qu'il y a une suite, une suite entre gros guillemets, je sais plus, je crois que c'est une lettre écrite. J'avoue qu'elle m'intéresse pas énormément parce que j'ai peur que ça gâche le souvenir que j'ai de ce livre. Et donc voilà, pour l'instant je ne veux pas la lire et je ne sais pas si je la lirai un jour. Je l'aime beaucoup ce livre, et je le recommande beaucoup aussi. C'est vraiment un tout petit bouquin de 120 pages, donc il est pas mal, vraiment. Pour le deuxième sort impardonnable Andouloris, je dois du coup vous présenter un livre qui m'est douloureux de lire, ou qui m'a été douloureux. Donc je vais vous parler de ça. C'est le troisième tome de La Reine du Tirling d'Esther Dossan, publié ici aux éditions Le Livre de Poche et par Erika Johansen. J'en ai tellement souffert, j'en ai tellement bavé quand j'ai fini ce livre. Vraiment. C'est ma saga chouchou. Je saurais même pas la qualifier de... C'est pas totalement du fantasy, parce qu'il y a quand même beaucoup de rappels par rapport à notre monde actuel. Enfin, voilà, c'est très, très flou où le mettre clairement dans quel genre. Ce livre m'a bousillé en fait, m'a tellement tué, ça m'a fracassé, vraiment. En fait, j'ai vécu cette fin comme si j'étais Calcea, et cette belle fin déguisée, tout ce que vous voulez, ça, j'ai tellement ressenti en fait la douleur de Calcea,
sa tristesse, mais en même temps le fait que voilà, elle ait réussi à accomplir son but, qu'elle soit un minimum contente d'elle, mais qu'elle ait tout perdu, vraiment, qu'elle est dans un état à la fin, mais vraiment c'est... Et rien que d'en parler là, j'ai les larmes aux yeux, mais moi ça m'a foutu un sacré coup. Vraiment, à la fin de ce tome-là, je crois que j'ai eu une panne de lecture 1 mois et demi ou 2. Mais vraiment, elle m'a tuée. Et franchement, c'est le genre de fin que j'ai vécu, mais vraiment à 100%, et qui m'émerveille encore et qui m'émeut beaucoup. Et franchement, je pense que le personnage de Calcea, on a coffre d'un côté top 1 masculin, je crois que Calcea c'est top 1 féminin, quelque part, parce que franchement, pour arriver à la cheville d'un tel personnage, il faut y aller. Je l'ai à la fois aimé et détesté, mais à la fin, j'en ressors mais juste tellement meurtrie et blessée comme elle. Et cette fin, elle est tellement abrupte, ça m'a tout coupé. Ça, vraiment, et ça m'a ouvert toutes les vannes de larmes. Clairement, c'est... J'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré à la fin. Oh là là, mais quelle angoisse, quelle angoisse. Donc voilà, c'est... Je pense que je relirai cette saga, c'est obligé. Est-ce que je la relirai avec ce même pincement au corps? Je sais pas, mais... Franchement, le troisième tome, c'est une pépite. Il y en a qui ont trouvé quelques défauts, je les comprends, mais c'est mon coup de cœur de l'année 2019 et pour très longtemps encore. Vraiment, c'est avec les Chroniques du Tueur de Roi, c'est mes deux sagas vraiment foufou. Et puis voilà, et je vais me les acheter en anglais, très certainement, parce que j'ai vu les couvertures anglaises il n'y a pas si longtemps. Et je vais m'énerver, bien sûr, voilà, comme d'habitude. Hein, on n'a jamais assez d'éditions de même tome, voyons, jamais. Donc bon, je vais pas vous en parler plus que ça, vu que c'est le troisième et dernier tome de la saga. Mais franchement, lisez-le. Lisez-le. Ce sont peut-être de gros pavés, ils font 600 pages et quelques, mais franchement, ils valent le coup. Pour le dernier sort maudit, qui est Avada Kedavra, voilà, un livre qui peut tuer. Voilà, c'est en même temps pour un tel sort, il ne pouvait pas y avoir d'autres styles de livres. Hein. Donc moi j'ai pris qui peut tuer dans le sens qui m'ont vraiment voilà, mis en position fétale dans mon lit, me faire douter de la race humaine, clairement, des intentions de l'humanité. Voilà, c'est le genre de livre qui me font remettre en question tout ce qui se passe autour de moi. C'est voilà, qui me retourne le cerveau, clairement, qui font de moi une autre personne à la fin. Et je vais tricher parce que je parle de Donato Carisi et je peux pas choisir qu'un livre de Donato Carisi, c'est pas possible. C'est impossible de choisir qu'un livre parce que, bon, certes, il y a le chuchoteur qui se démarque de tous les autres parce que c'est son best-seller, mais tous ses livres sont du même niveau quasiment. Parce que Ténébra Roma est peut-être un peu moins plus que les autres. Pareil pour Écorché, mais tous les autres. Et puis j'en ai un autre dans ma palle. Hein. Bon, après là, si je le lis maintenant pendant le confinement, je sens que je vais tomber en dépression. Donc je vais attendre la fin du confinement avant de lire un autre Donato Carisi parce que là, toute seule, ça va pas être possible. Mais Donato Carisi, vous voulez mourir? Lisez le Donato Carisi. Vraiment. Tous les livres se lisent plus ou moins indépendamment, même si le Chuchoteur va avec L'Écorché, le Tribunal des âmes va avec Malefico et Ténébra Roma. Parce que c'est les mêmes personnages qui reviennent, même si voilà, c'est quand même des enquêtes différentes et qui... Voilà, il y a quelques rappels par rapport à certains tomes, mais c'est pas non plus scandaleux. Et après, il y a La fille dans le brouillard, qui est un one-shot. Je sais qu'il y a un autre one-shot, mais le résumé me tente toujours pas, donc je vais pas le lire maintenant. Mais franchement, rien que pour ça, je vais vous présenter La fille dans le brouillard en fait. Parce que ce livre, ça m'a défoncé, vraiment, il m'a tué. C'est vraiment, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que, en fait, Donato Carisi, c'est pas que du policier, c'est vraiment du thriller. Et du thriller psychologique en fait. C'est-à-dire qu'il rentre dans ton cerveau, il te met des idées là dans la tête pour te faire croire dans une chose, mais après, au final, c'est pas ça. Après, il revient dessus, mais non, toujours pas. Et en fait, du coup, t'as plus de cerveau à la fin. C'est-à-dire que j'ai beau essayer tout et n'importe quoi pour vraiment arriver à la fin, à me dire oh, c'est comme ça que ça s'est passé, tout ça, il y a toujours un twist. C'est-à-dire que dans La fille dans le brouillard, c'est-à-dire qu'il y a un twist, genre les 2 dernières pages avant la fin. Clairement, vraiment, je déconne pas. C'est-à-dire que c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Et franchement, ce genre de twist, ça me défonce. Enfin, je me souviens vraiment à la fin de La fille dans le brouillard, j'ai refermé le livre, j'étais sans âme, j'étais dead. Vraiment, j'étais la définition du mot mourir.
Je l'ai posé là, je me suis assise dans un coin, réfléchir au sens de ma vie. Ma mère est arrivée dans la pièce, elle m'a vue, elle fait « T'as fini ton bouquin de Renato Carissi, toi ?» Je fais « Et c'est tout. » Voilà, je n'ai pas parlé pendant plusieurs longues minutes, c'est-à-dire que je n'étais pas là, j'étais ailleurs. Et voilà, c'est le genre de Donato Carissi, c'est un auteur juste... c'est un génie ce mec. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois quand j'étais à Paris, et pépite, pépite, sérieux. En plus je me souviens, j'avais été tellement intimidée quand j'étais allée faire dédicacer mes livres. Oh là là, j'avais pas su aligner un seul mot cohérent, c'était scandaleux, mais j'étais tellement en mode je le vois. Et voilà, enfin voilà, cet auteur est juste génial, et ses livres sont géniaux. Et en fait c'est fou, c'est fou. Je pense que même si je le relis là et que je sais ce qui se passe, je finirai dans le même état. C'est-à-dire que je serai tremblante, la tête aux pieds, et sans voix, sans mots, et ailleurs. Voilà, ailleurs. Ailleurs que dans mon corps, c'est ça. Donc voilà, je triche à moitié, j'arrive quand même à vous présenter un seul livre, mais quand même son plus connu, ça reste voilà, Le Chuchoteur, qui est bien défoncé sa mère, hein, ça se voit que je l'ai lu. Mais voilà, c'est Le Chuchoteur, son best-seller, mais vraiment, tous ces livres sont juste géniaux et qui sont... Ils sont fous, tout simplement, les gens sont fous. Et voilà, c'est le pouvoir qu'a Donato Carissi, c'est-à-dire qu'il vous fait douter de la nature humaine. C'est qu'il y a du mal dans n'importe qui. Et c'est... Moi, ça me glace le sang. Quand je finis ces livres, j'arrive à douter des intentions de mon petit frère, ou de ma mère, ou de mon père, ou de mon meilleur ami, ou même de mon chat. Et c'est... Moi, ça me... Il faut pas me parler pendant les prochaines semaines après, parce que sinon, moi, je me fais des films, et c'est pas possible. Et... Donc peut-être que c'est moi qui suis hyper influençable, qui suis hyper voilà, émotif à ce genre de livre. Mais voilà, Donato Carissi, un pilier, et c'est le seul auteur de thriller que je lis. Le seul et l'unique. C'en est tout, du coup, pour ce petit acte des familles sur Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir un peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, après, est-ce que je vous ferai un bookshelf vraiment en profondeur? Je sais pas trop. J'avoue que vu que j'ai que 2 bibliothèques, je me sens pas trop légitime en fait de vous parler de ça parce que j'en ai pas énormément en fait. J'ai toujours été une personne qui faisait énormément de tri dans sa bibliothèque parce que faute de place dans sa chambre. Mais du coup, j'ai pas énormément de choses à vous présenter et pour moi, c'est pas. Enfin, ça ferait une vidéo un peu dans le vent. Donc, je sais pas, je verrai au fur et à mesure si ça vaut le coup. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Mais ça m'a fait plaisir quand même de vous montrer tout ça. Mais mon chef-d'œuvre de bibliothèque, je les aime tellement d'amour, ce sont les premières bibliothèques de ma vie. Les miennes, à moi, c'est-à-dire que dans ma chambre, je n'avais pas de bibliothèque. J'avais des étagères fixées à des murs et j'en rajoutais au fur et à mesure quand j'avais trop de livres. Mais à un moment donné, t'as plus de place sur le mur. Donc tu fais comment? Eh ben t'en fous par terre. Et du coup, il y a ta mère qui t'engueule parce que tu as trop de livres et on peut plus circuler dans ta chambre. Donc tu ranges ça. Mais donc voilà, ce sont des merveilles. Je suis très très contente. Qui commence déjà à être bien remplie, je suis contente. Est-ce que j'en rachèterai une troisième? Très certainement, je ne sais pas où je la mettrai, mais je trouverai. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendu, fait rire, tout ci tout ça dans cette période assez difficile qu'est le confinement. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, un excellent week-end, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!